Depuis le 16 juin, les députés de la commission d'enquête consacrée à l'épidémie de Covid-19 auditionnent les acteurs de la crise sanitaire. Monde médical, mais aussi anciens ministres et directeurs généraux de la santé. Tout l'été, LCP vous fait revivre ces auditions. Aujourd'hui, suite et fin de celle du numéro 2 du ministère de la Santé, Jérôme Salomon, visage désormais bien connu des Français puisqu'il a présenté chaque soir les points presse relatifs à l'évolution de l'épidémie. Il s'est expliqué durant plus de 4 heures sur la manière dont la Direction générale de la Santé avait géré la crise sanitaire. On écoute dès à présent la deuxième partie de son audition. On a besoin à ce stade d'être très précis et je ne retrouve pas cette précision dans votre réponse sur ce qui s'est passé sur la diminution du stock en 2018, en 2019. Le 26 septembre 2018, le professeur Stahl vous dit à Santé publique France, qui vous rédige une note à la DGS, il faut 1 milliard de masques. Le 3 octobre, vous avez une note de Santé publique France qui vous dit sur les 600 millions de masques existants, 60% ne peuvent plus être utilisés. Et vous réagissez le 30 octobre, vous ordonnez 50 millions de masques avec une option de 50 millions. Pourquoi, alors qu'on sait qu'il faut 1 milliard, qu'on sait que sur les 600 millions, presque les 2/3 sont inutilisables, vous en commandez à peine 50, allez, voire 100 millions. 2018, on a 754 millions de masques chirurgicaux. C'est en 2018 qu'on a la découverte de l'expertise en octobre que l'essentiel de ce stock est constitué de masques très anciens, 2003-2005, sans date de péremption et avec une qualité médiocre. Donc il y a deux conséquences. Premièrement, la commande que je fais en octobre en disant il faut remonter ce niveau 100 millions. Je mets 100 millions en disant 50 et 50, ça fait 100 millions. Et puis de la même façon, de mettre en place, et c'est demandé pour 2020, une nouvelle façon de travailler parce que le 1 milliard dormant ne satisfaisait personne, au sens que personne ne l'utilisait et que c'était quand même, à mon sens, utile qu'il puisse être utilisé, en particulier par les établissements de santé et les professionnels de santé, mais c'est une organisation totalement différente à mettre en place. Et donc, effectivement, il y a ces commandes qui surtout ont été passées et sont arrivées en 2019 et même, je crois, début 2020, et une destruction qui a été faite en 2019, ce qui explique effectivement cette diminution, même si on n'arrive pas à 100 millions, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait les 117 millions, plus ceux de 2019, plus ceux qui étaient encore disponibles et que nous avons fait évaluer pour les utiliser pour le grand public. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lorsque vous évoquerez à nouveau des masques, on a cité beaucoup de chiffres, nous préciser à chaque fois de quel type de masque? Je voudrais en venir à l'organisation de l'État. Comment ces masques, ces quantités que vous avez évoquées, sont-ils distribués? Sur ce sujet particulier des masques, est-ce que vous avez personnellement des regrets et lesquels? Sur le stock stratégique, sur la quantité de 754 millions en 2018, la découverte d'une forte péremption et d'une dégradation importante de ce stock dormant, on parle de masques chirurgicaux. Il n'y avait plus de masques FFP2 depuis plusieurs années dans le stock. Là encore, pour des raisons concrètes, c'est que les masques FFP2, ce sont des masques vraiment d'actes invasifs, d'actes à risque au plus près des soignants et des services qui en ont besoin. La fin janvier, c'est les rapatriements de Français de Wuhan. Donc nous voulions avoir un accueil parfait avec des équipes, je vous rappelle, qui étaient des équipes de réservistes qui s'occupaient de nos compatriotes, qui faisaient les tests. Tous nos compatriotes ont été testés à 2 reprises à leur arrivée et 1 semaine après. Donc il y a eu cette volonté de les accueillir au mieux et de prendre en charge les premiers cas et les clusters avec des moyens importants. Et c'était ces commandes-là du 30 janvier d'équipements de protection individuelle, on en parlait tout à l'heure, les surblouses et surchaussures, les gants et les lunettes, et puis de capable de répondre aux besoins des soignants, qui a fait que mes 2 commandes du 30 janvier et du 8 février, c'était des masques FFP2 justement pour qu'on puisse répondre aux enjeux soignants. Il y a eu aussi des masques pédiatriques qui ont pu servir, vous le savez, dans les écoles récemment. Donc il y a aussi cette capacité d'avoir des masques pédiatriques. Et il y a effectivement cette réponse d'État que vous avez soulignée, qui est cette réponse à une crise totalement inédite, puisque nous avons mis en place, face justement à ces enjeux de stock dormant, c'est-à-dire en fait un stock qui finalement
ne bouge pas, il y a peu d'arrivées, peu de sorties, et parfois des destructions et parfois des commandes. Nous avions là à répondre à une crise totalement inédite et à avoir rapidement des quantités très importantes de masques, ce d'autant qu'on observait cette consommation totalement inédite, en particulier par les professionnels de santé, du fait de l'épidémie. Donc c'est un pilotage que nous avons mis en place avec évidemment le ministère Santé publique France et la direction de crise. Et nous avons beaucoup échangé avec les acteurs de terrain, et c'est pour ça que c'est important de le rappeler, puisqu'il y avait plusieurs filières. Il y avait une filière d'accès aux établissements de santé. Là, nous avons beaucoup d'établissements de santé. Évidemment, il n'y avait aucune raison de faire des différences entre les établissements de santé. Nous étions quand même assez attentifs aussi au fait que la situation en France était hétérogène. Vous savez qu'il y a des différences entre les pays européens dans la circulation du virus, mais il y a aussi des différences entre les départements français en termes de circulation du virus, avec des gradients très importants qu'on ne s'explique pas. Mais c'est important de le dire. Et donc, nous avons voulu répondre en urgence la nuit aux départements les plus touchés. Donc on a fait des livraisons extrêmement urgentes pour les hôpitaux qui étaient en première ligne du Grand Est, des Hauts-de-France par exemple. Et nous avons décidé que nous aurions un point d'entrée initial qui serait le GHT, le groupe hospitalier de territoire, puisque c'est celui qui est le plus connecté avec son territoire et qui permet aussi de distribuer aux EHPAD. Donc ça permettait que vraiment à un échelon territorial il y ait la distribution. Deuxième enjeu, la distribution depuis Santé publique France, depuis les entrepôts de Santé publique France, vers les professionnels de santé, qui en avaient besoin évidemment rapidement, avec les demandes du ministre de déstocker ces masques. Et là, il a été décidé de passer par les grossistes répartiteurs, puis par les officines. Face à une crise aussi inédite, aussi massive, aussi mondiale, avec l'arrêt de la production du plus gros producteur qui était la Chine, il a fallu mettre en place une chaîne totalement dédiée pour que ce pont aérien se mette en place, et plusieurs avions par semaine et des quantités massives pour répondre et pour finalement délivrer déjà 770 millions de masques. Il y a aussi, et on n'a pas suffisamment dit, et je l'avais beaucoup demandé par ailleurs avant, la mobilisation des producteurs français de masques FFP2 et de masques chirurgicaux, parce que nous avons plusieurs producteurs français qui ont accepté de tripler leur capacité et de travailler jour et nuit sur la fabrication de masques sanitaires. Donc nous avons cette augmentation de production de masques sur le territoire national. Donc en fait, nous avions trois sources, un peu compliqué, mais il y avait le stock stratégique d'État, la production nationale de masques et l'importation massive de masques, en particulier depuis la Chine, pour répondre à deux circuits: répondre aux besoins des professionnels de santé en établissement, répondre aux besoins des professionnels de santé en ville. Et puis on a aussi répondu, et ce n'était pas forcément évident, parce que ce n'était pas aussi simple que ça, à des professionnels qui se portaient auprès de personnes fragiles, donc qui intervenaient notamment à domicile. J'étais dans le Grand Est, la première région impactée, et les alertes de médecins généralistes de terrain dès le mois de février envers l'Agence régionale de santé Grand Est n'ont eu aucun écho. Donc est-ce que c'est l'Agence régionale de santé qui n'a pas fait son travail de remontée, ou est-ce que c'est au niveau national qu'on n'a pas écouté, entendu l'Agence régionale de santé? Les médecins hospitaliers ont eu quelques protections avec retard. Les médecins libéraux ont payé un très lourd tribut, 5 fois plus de décès qu'à l'hôpital, puisqu'ils n'ont été protégés que extrêmement tardivement. En première ligne, les médecins généralistes, à partir de la promulgation des décrets des 25 et des 26 mars, n'ont plus eu accès au traitement. On ne pouvait, vous avez cité l'hydroxychloroquine, on ne pouvait utiliser cette molécule notamment qu'à partir du moment où les patients étaient en état grave à l'hôpital. Donc là, nous avions déjà perdu beaucoup de temps, et les premières études avaient déjà démontré que cette hydroxychloroquine ne servait plus à rien. Donc, comment expliquer, Monsieur Salomon, que la France soit quasi championne du monde de la létalité? Des décisions trop souvent émotionnelles, rapides, ont été prises, notamment suite à la parution de l'étude du Lancet. Comment expliquer en effet cette attitude? N'eût-il pas fallu être plus modéré, plus réfléchi? Quel était l'intérêt de votre apparition quotidiennement à 19h? Était-ce pour terroriser les Français ou pour les infantiliser? Sur le Grand Est, c'est une particularité de cette épidémie, c'est probablement le territoire qui a été le plus touché. Et ce n'est évidemment pas lié aux médecins du Grand Est ou aux patients du Grand Est. On ne comprend pas aujourd'hui, c'est très différent d'ailleurs d'une pandémie grippale, pourquoi ce virus frappe
à certains endroits et pas à d'autres. Et je crois que les professionnels de santé du Grand Est ont été remarquables. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même dire. Les alertes ont été prises. Nous avons mis en place un dispositif totalement exceptionnel de renfort de réserves sanitaires, de dizaines de réservistes, et notamment d'aides-soignantes, d'infirmières, de réanimateurs qui sont montés au créneau des hôpitaux. Nous avons envoyé un hôpital militaire à Mulhouse, nous avons envoyé des respirateurs, nous avons évacué plus de 300 patients des hôpitaux en interrégional, en intrarégional. Donc il y a eu une énorme solidarité nationale pour le Grand Est. Après, je crois qu'il n'y a pas de guerre entre les médecins libéraux et les médecins hospitaliers, surtout dans le Grand Est où ils ont été tous au front, vraiment. J'ai des histoires de médecins généralistes qui avaient fermé leur cabinet, qui ont été prendre des gardes aux urgences. J'ai des médecins hospitaliers qui se sont occupés d'EHPAD où il n'y avait plus de médecins traitants. Enfin, je crois qu'il y a eu, comme souvent dans le Grand Est d'ailleurs, une magnifique fraternité, une magnifique solidarité des soignants. Sur ce que vous dites en termes de traitement, j'en ai parlé tout à l'heure sur l'hydroxychloroquine, on a tout fait pour que, en passant par les CPP, les comités de protection des personnes et l'Agence nationale de la sécurité des médicaments, toutes les hypothèses de traitement soient immédiatement traitées et qu'on puisse offrir l'accès au traitement, et c'est le cadre du décret, à toutes les personnes qui voulaient inscrire les patients dans un protocole de suivi. Et on a fait en sorte avec le ministre qu'on puisse faire des protocoles de prise en charge prophylactique, des protocoles de prise en charge en ville, justement, pour que les médecins généralistes puissent inclure leurs patients. Donc on a été très attentifs. On a, vous savez, saisi le Haut Conseil de santé publique, le Conseil scientifique s'est mobilisé aussi, l'Agence nationale de la sécurité du médicament, et le ministre a écrit au Lancet. Donc je crois qu'il a été très attentif à ce qui s'est passé sur la polémique hydroxychloroquine. Et malheureusement, c'est ça qui est terrible, c'est que dans un domaine où il y a tant d'incertitudes scientifiques, il y a toujours des débats scientifiques et parfois des querelles qui sont peut-être très difficiles à entendre pour nos concitoyens. Ensuite, sur mon rôle, peu importe ma personne, mon rôle de communication, il a été décidé par la ministre que nous devions être dans la transparence et l'humilité, dans la transparence sur ce qu'on savait, et donc on devait tous les jours dire ce que l'on savait et quel était l'état de la situation, et de la même façon avoir beaucoup d'humilité et dire qu'on ne savait pas beaucoup de choses. Et je crois que sur votre constat que la France est parmi les pays les plus touchés, c'est effectivement vrai, mais personne ne sait l'expliquer aujourd'hui. La crise est loin d'être terminée, nous sommes encore à la tâche. L'Inde est actuellement massivement touchée, l'Afrique du Sud, Pékin referme ses écoles. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on soit très modestes tous ensemble sur ce qui se passe et pourquoi certaines personnes, certains pays sont plus touchés que d'autres. Je suis frappé de voir que le Grand Ouest, la Bretagne, Normandie, la Nouvelle-Aquitaine sont beaucoup moins touchés que le Grand Est, que les Hauts-de-France, que l'Île-de-France. En Allemagne, c'est exactement pareil. La Bavière est beaucoup plus touchée que la plupart des autres Länder. Vous prenez le sud de l'Italie, qui est plutôt plus pauvre que le Nord, il est beaucoup moins touché. Donc je crois que voilà, il faut qu'on soit capable de faire le point lorsqu'on aura toutes les données. Mais je crois qu'en tout cas, si malheureusement nous avons cette mortalité effroyable et cette létalité importante, ce n'est certainement pas en raison d'une quelconque carence médicale ou d'un déficit de prise en charge, parce que vraiment, les médecins du Grand Est en particulier, dont certains que je connais bien, ont été remarquables. Ce manque de tests a suscité l'inquiétude chez nombre de nos concitoyens, car un parcours de soins commence par un diagnostic. Et seul l'IHU Méditerranée Infection à Marseille a pu tester massivement les patients se présentant à ses portes, réalisant jusqu'au quart des tests quotidiens du pays. Alors, monsieur le directeur général, pouvez-vous nous expliquer les bases scientifiques et épidémiologiques sur lesquelles vous avez déclaré que les tests de diagnostic Covid-19 n'avaient pas beaucoup d'intérêt? Et pouvez-vous en outre nous expliquer pourquoi le ministère a attendu le 5 avril pour autoriser les laboratoires aptes à réaliser des diagnostics par PCR, comme les laboratoires de recherche et les laboratoires vétérinaires, à participer à l'effort national de dépistage? Nous sommes à maintenant 1,8 million de tests. Il y a eu, vous le savez, du 17 mars au 11 mai, une période de confinement importante où effectivement l'accès aux tests a été plus compliqué. Et puis il y a eu cette augmentation très forte de capacité de tests, puisque nous sommes aujourd'hui à un capacitaire de 100 000 tests par jour, qui n'est pas d'ailleurs utilisé. Donc nous avons cette capacité de test et nous avons poussé aujourd'hui la doctrine qui est de tester toutes les personnes positives, évidemment tous leurs contacts et plus largement les clusters et les populations fragiles. Donc j'ai donné déjà tout à l'heure le début de la chronologie, mais je peux la continuer pour vous parce que c'est important. Le 21 février, il y avait 20 laboratoires qui étaient capables de faire le test, et à l'époque, en phase 2, donc nous avions quelques cas en France, nous faisions entre 2000 et 2500 tests par jour. C'est vous donner quand même l'évolution de notre capacité de laboratoire, et je pense que les
les laboratoires français ont fait un énorme effort parce que c'est un nouveau test, parce qu'il faut de l'équipement, parce qu'il faut un personnel dédié pour passer de 2000 tests par jour à aujourd'hui une capacité de 200 000 tests par jour. Donc nous avons dès le 26 février un courrier du DGS qui demande officiellement au Centre national de référence de déployer ce test à l'ensemble des hôpitaux de second niveau. Nous avons par ailleurs évalué très vite, à la demande des laboratoires, les kits commerciaux, puisque ça a été fait dès la première semaine de mars. Nous avons d'ailleurs demandé au Haut Conseil, qui a publié son avis le 5 mars, de donner la conduite à tenir sur les tests. Nous avons saisi la Haute Autorité de Santé, qui le 6 mars a fait état, là aussi, des recommandations à suivre pour la détection du génome du coronavirus. Les tests RT-PCR ont été inscrits à la nomenclature dès le 7 mars. Et c'est le 7 mars qu'il y avait déjà 43 laboratoires capables de faire le test. Et nous avons ensuite augmenté dès mi-mars à 5 000 tests par jour. Donc nous avions ces 500 000 tests pendant la période de confinement, avec les difficultés que vous pouvez imaginer pour les tests que nous avions priorisés pour les EHPAD. Je vous rappelle qu'à l'époque, le ministre avait demandé à ce que les EHPAD soient testés en priorité. C'était tout à fait cohérent avec la protection de ces personnes les plus fragiles. Et puis par ailleurs, dès le déconfinement, plus d'1,2 million de tests réalisés. Et je pense qu'il faut encore encourager la réalisation de ces tests, puisque effectivement, avec ces tests sont arrivés aussi les tests sérologiques, et qu'avec un test virologique et un test sérologique, ça peut aider le médecin soit à reconstituer une histoire médicale, soit à statuer notamment sur le statut sérologique des soignants. Et c'est important évidemment pour les soignants de savoir s'ils ont été ou non exposés. Donc à chaque fois des avis du Haut Conseil, des avis de la Haute Autorité de Santé, il y a eu même un avis du Conseil scientifique sur le dépistage virologique. Et donc notre objectif est vraiment aujourd'hui de tester évidemment les professionnels de santé, les résidents en EHPAD, à chaque fois que c'est nécessaire, et s'il le faut plusieurs fois par EHPAD s'il y a des foyers, les populations qui vivent dans des lieux très confinés, en particulier les détenus, ceux qui vivent dans des structures collectives d'hébergement d'urgence, et puis les opérateurs d'importance vitale. Donc nous avons en permanence élargi notre cercle pour que toutes les personnes qui ont une indication de test puissent l'avoir. Et aujourd'hui, nous avons une stratégie encore plus large, qui est de tester autour des clusters, que d'aller vers les populations les plus défavorisées, et que d'aller faire des campagnes systématiques de dépistage des lieux à risque. Donc le nombre de tests SIDEP, c'est un système d'information pour le diagnostic du laboratoire, est disponible sur le site de Santé publique France. Vous avez ce nombre de tests fournis de façon hebdomadaire par Santé publique France. Et l'objectif, c'est qu'il y ait la plus grande transparence, puisque c'est un système national de suivi des tests biologiques et des tests virologiques, pour qu'on puisse justement suivre cette indispensable progression. Je reviendrai sur votre note qui a été fortement évoquée du 5 septembre 2016 que vous adressiez à Emmanuel Macron, où vous soulignez la nécessité d'une révision en profondeur de la réponse nationale face aux risques majeurs de catastrophe. Votre constat était alors sans appel, la France n'est pas prête. Vous avez pris vos fonctions en janvier 2018. Quelles ont été les actions que vous avez conduites pour pallier cette situation, notamment en termes de moyens matériels? Les réserves étatiques abritaient très précisément 714 millions de masques chirurgicaux. Parmi ceux-ci, 616 millions datant pour l'essentiel de 2005 et 2006 sans date de péremption, les 98 millions restants ayant été acquis entre 2014 et 2016. Or, en mars 2020, il ne restait plus malheureusement qu'un stock de 117 millions. Les 98 millions acquis entre 2014 et 2016 et 19 millions qui ont échappé à la destruction. En moins de 3 ans, les stocks ont été divisés par 6. Pourquoi la quasi-totalité des 616 millions de masques chirurgicaux ont ainsi été détruits entre 2017 et 2019, alors qu'ils ne portaient pas de date de péremption, que nos stocks étaient très en deçà de nos besoins? Je vous ai entendu dire qu'effectivement, ils étaient défectueux. J'aimerais que vous me confirmiez que, selon mes sources, la Direction générale de l'armement et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ont été saisis dans l'urgence par le ministère de la Santé afin d'évaluer la fiabilité des millions de masques épargnés par l'incinération. Et il se serait avéré que les tests sont revenus de façon favorable, permettant ainsi l'utilisation de ceux qui n'avaient pas été incinérés. Par ailleurs, au regard de la destruction massive des 616 millions de masques, comment expliquez-vous que seulement 100 millions aient été recommandés, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure en 2019? Et puis, juste un petit point concernant les pharmaciens, puisque je suis pharmacien et nous avons effectivement été mobilisés pour la distribution des masques.
Je pense que les 22 000 officines, effectivement, réparties sur l'ensemble du territoire national, auraient pu distribuer de façon efficace les masques, mais nous avons été confrontés à des ordres et des contre-ordres permanents. Nous avons été victimes de critiques, voire d'insultes, puisque nous avions des listes de professionnels à approvisionner, avec un nombre dédié de masques qui ne correspondait pas du tout à leurs besoins. Et comment expliquer par ailleurs que certains professionnels ne figuraient pas sur les listes? Je pense par exemple aux kinésithérapeutes, aux services d'aide à domicile ou aux SIAD. Comment expliquez-vous aussi que nous étions interdits de vendre des masques, même à des personnes très vulnérables, alors qu'un grand nombre d'entre nous en possédaient? Nous avons adapté nos outils de réponse aux menaces majeures qui avaient été identifiées, et en particulier à la déclinaison et aux exercices nécessaires dans l'ensemble des régions sur les différents risques dans le cadre du plan Orsan. Il y a aussi l'élaboration et la rédaction du guide spécifique situation sanitaire exceptionnelle. Et puis il y a ce que vous avez décrit effectivement sur la réponse en termes de moyens à l'audit demandé par la DGS, la Santé publique France. Donc sur les 754 millions de 2018, il y a bien eu un audit par un expert indépendant compétent pour juger de la qualité des tests, des masques. Sur ces masques, plus de 230 millions ont été détruits au vu de ces analyses, mais il y a eu plus de 360 millions de masques non détruits aussi, et qui ont été effectivement, vous l'avez parfaitement bien dit, expertisés en 2020 et requalifiés en masques non sanitaires, puisque même 142 millions ont déjà été délivrés. Donc effectivement, vous avez raison, il y a bien eu une demande d'expertise en urgence de la DGA et du LNE. Ensuite, sur le rôle difficile des officines, je le conçois, nous avions estimé avec le Conseil national de l'ordre des pharmaciens que c'était une réponse optimale en termes de proximité, de connaissance du responsable, de la responsable d'officine envers ses collègues professionnels de santé. Et nous avons adapté en permanence les flux, pas forcément de façon évidente, je le conçois totalement, et avec des tensions que je connais bien aussi dans certaines officines, du fait de la difficulté ressentie par certains professionnels pour avoir accès aux masques, et par ailleurs pour répondre à différents professionnels qui n'avaient pas le même exercice. Vous avez parfaitement cité les kinés, par exemple, mais aussi des intervenants à domicile. Et donc, nous avons en permanence tenté de corriger le tir en fonction des remontées de terrain que vous nous faisiez. Je voudrais revenir sur les Prus. Ayant rapporté la loi Giraud en 2007 et ayant construit les Prus, puis lors de la commission d'enquête avec mon collègue Jean-Christophe Lagarde de H1N1, nous avons enquêté sur les Prus et nous avons constaté que cet établissement était en ordre de mobilisation, que c'était véritable bouclier sanitaire contre les pandémies et que tout était prêt. Donc quand on parle de plan prêt, cela était fait donc en 2011. Il y avait le directeur de l'EPRUS de l'époque, Thierry Couder, confirme 600 millions de masques FFP2, 1 milliard de masques chirurgicaux et quelques milliers de respirateurs, donc j'ai toujours pas, qui ont été achetés par l'UGAP de l'ordre de 6 millions d'euros. Il y en avait un peu plus de 2000 sur les 6 000 proposés qui devaient ouvrir 6 000 lits de réanimation en supplément des 5 000 existants. Donc tout était prêt. Mais en 2013, comme cela a été dit, une nouvelle doctrine vient séparer les stocks entre les stocks tactiques et les stocks stratégiques. Donc les stocks stratégiques, c'est ceux d'État, et les stocks tactiques devaient être achetés par les employeurs, les hôpitaux, etc. Ça sortait de l'État. Pour moi, c'est le début de la décroissance et c'est le début, monsieur le directeur, du désarmement de l'EPRUS et qui s'est accentué, bien entendu, lorsqu'on l'a fusionné dans Santé publique France. Alors, il y a des obligations au niveau de l'EPRUS, des obligations, je les rappelle, c'est par convention, c'est d'alerter le ministre sur les besoins de renouvellement des produits 1 an avant la date de préemption. Et c'est d'adresser au directeur général de la santé tous les documents nécessaires au renouvellement 1 an d'avance de la date de préemption. Alors ma question, elle est simple. Est-ce qu'il n'y a pas eu des difficultés de gestion dans les Prus, que vous n'ayez pas été averti ou que vous avez des regrets de ne pas l'avoir constaté et d'avoir pu anticiper? Parce que lorsqu'on a des commandes qu'en 2018 de 100 millions, alors que l'état catastrophique en 2017, c'est-à-dire plus d'1 an avant, constate qu'il y a des dates de péremption. Donc j'ai l'impression qu'il y a manifestement un défaut de gestion
dans l'organisation de cette période entre 2011 et 2020. 2011, évolution, vous l'avez souligné, de la doctrine à la fois sur les stocks stratégiques, les stocks tactiques, la responsabilité de l'employeur, ça c'est une évolution importante, sur aussi l'utilisation des masques FFP2. La création de Santé publique France, je pense que vous avez un témoin extraordinaire demain qui est le préfigurateur et le directeur général de Santé publique France. Donc je pense qu'il vous donnera son opinion, mais objectivement, il y avait une certaine cohérence, en tout cas dans ce que j'ai vu. Je reprends des débats à ce que les Prusses puissent rejoindre un établissement tel que Santé publique France en termes de surveillance populationnelle, de réaction face à un événement de santé. Donc je rappelle que les Prusses, d'ailleurs, n'a pas que cette logique de réserve, mais aussi a déjà le stock, mais a aussi la réserve sanitaire, qui est quelque chose qui fonctionne bien, avec des professionnels volontaires qui souvent se projettent à distance et ont fait des merveilles dans des départements. Voilà, enfin, il y a des points positifs et peut-être des points à revoir, c'est évident. Moi, ce que je retiens dans votre intervention, si vous le permettez, c'est qu'effectivement, il y a cet enjeu des masques, il y a aussi d'autres équipements qui sont dans les stocks stratégiques et qui nécessitent effectivement que l'on s'y penche, et des équipements qui n'y figurent pas. Et puis, il y a eu d'autres évolutions dans les demandes. Je pense par exemple à l'évolution sur les antidotes ou sur les antiviraux ou sur la commande de vaccins. Et donc là aussi, ça fait partie de la réflexion générale qu'on doit avoir sur quel doit être le stock stratégique de l'État, de quoi il doit être constitué, quel est son volume et quel est en particulier, quels sont les éléments manquants au vu de cette crise qui pourraient être ajoutés au stock stratégique. Mes trois questions. La mise en quarantaine se généralise à Wuhan, en Chine, à partir du 24 janvier. Nous y avons un consul qui a dû vous alerter. De plus, nous avons appris par la presse que notre ambassadeur à Pékin a alerté, sans doute à plusieurs reprises, le gouvernement. 300 Français ont été rapatriés à cette époque en janvier. Avez-vous reçu ces alertes? Sous quelle forme et comment les avez-vous traitées? Seconde question, le 21 février, l'Imperial College de Londres explique que les 2/3 des Français, des Chinois touchés et qui se déplacent à l'étranger ne sont pas détectés. L'Italie prend les devants, confine à partir du 23 février. Le président Macron annonce, lui, seulement le confinement le 16 mars. La France a pris beaucoup de retard et, entre-temps, beaucoup de personnes sont contaminées. Nos concitoyens paniquent, ne disposent d'aucune protection. Le 26 février, vous déclariez pourtant que Santé publique France dispose de stocks stratégiques importants de masques chirurgicaux et que vous n'avez pas d'inquiétude sur ce plan. Vous rajoutiez qu'il n'y avait pas de pénurie à redouter et que ce n'était pas un sujet. Cependant, de mi-mars, mi-avril, rares sont les personnes pour le grand public à pouvoir s'en procurer, y compris parmi le personnel médical. Le 29 février, vous déclariez que le masque n'était pas la bonne réponse pour le grand public. Teniez-vous ces propos parce que vous saviez que nous n'avions pas suffisamment de masques? Dernière question, vous aviez pendant la campagne présidentielle envoyé une note au futur président pour l'alerter en expliquant que la France n'était pas prête à la gestion des grandes catastrophes. Qu'avez-vous entrepris depuis pour y remédier? Sur l'alerte chinoise, comme je vous l'ai dit, elle a été internationalement répercutée fin décembre et reprise ensuite par l'OMS, et puis avec l'identification du virus au début du mois de janvier. Donc ce sont des informations qui étaient publiques et que nous avons d'emblée échangées avec l'OMS bien sûr, mais avec aussi le CDC européen au début janvier. Ça a permis d'ailleurs que nous envoyions une alerte aux ARS et aux établissements de santé dès le 10 et le 14 janvier, et que nous parlions de ce sujet dès le 8. Donc une information qui était partagée évidemment avec les professionnels de santé. Sur les mouvements de population, c'est toujours un sujet et c'est très compliqué, puisque aujourd'hui on a appris, et on ne le savait pas à l'époque, qu'il peut y avoir des personnes asymptomatiques avant les symptômes, et qu'il peut même y avoir des personnes asymptomatiques sans symptômes, qui le restent. Donc la stratégie de dépistage d'éventuels porteurs est complexe. Vous parlez de l'Italie, malheureusement l'Italie est très fortement touchée comme nous. L'impact du confinement, il a été évalué par une équipe de modélisateurs de l'Imperial College, ça a été publié il y a quelques jours, comme étant extrêmement positif en termes de nombre de vies sauvées. Donc le confinement a quand même permis de sauver beaucoup de vies en France, et c'est important de le dire, parce que les Françaises et les Français ont fait d'énormes efforts. Sur la pénurie, nous avons toujours dit ce que nous savions et ce que nous ne savions pas, donc nous avons été dans la transparence, et les Français ont été informés chaque jour de la situation. Quant au masque, je vous ai déjà un petit peu dit comment nous raisonnions sur la priorité aux soignants, sur le port du masque
masques pour les malades et sur la discussion qu'il y avait autour de l'aérosol éventuel ou de la transmission du virus autrement que par des gouttelettes. Et donc nous avons toujours suivi les experts, les recommandations internationales, fait état de ce que nous savions ou de ce que nous ne savions pas. Nous avons agi évidemment dans les commandes ensuite massives de masques au fur et à mesure que les besoins s'en faisaient sentir. Et l'OMS a encore eu un débat début juin sur la recommandation éventuelle du port du masque en espace public, en insistant, comme nous le faisons d'ailleurs, sur le fait qu'il était plutôt raisonnable de le proposer dans les espaces clos et lorsque les mesures barrières, et notamment la distance d'1 mètre, ne pouvaient pas être respectées. Dans les textes réglementaires relatifs aux restrictions de prescription, notamment pour l'hydroxychloroquine, on fait référence à un avis du Haut Conseil de la Santé publique du 24 mars 2020 et on ne vise pas l'Agence nationale de sécurité du médicament. Pourquoi est-ce que sur l'hydroxychloroquine, ce n'est pas l'ANSM qui a plutôt orienté les décisions gouvernementales? La deuxième question pose sur le fait que vous avez expliqué votre rôle sur la réorientation de la stratégie en parlant du plan Orsan-REB, qui vise notamment donc à s'adapter aux risques épidémiologiques, mais qui a succédé à un plan qui s'appelait le plan Orsan. Enfin, il y avait quelque chose en tout cas sur l'épidémie et la pandémie. C'est le plan Orsan-Evipac. Est-ce que vous pouvez nous expliquer entre Evipac et REB ce que vous avez rajouté? Parce qu'en le parcourant, je n'ai rien trouvé dans Evipac sur les masques. Et sur REB, j'ai trouvé effectivement quelques éléments sur les stocks de masques FFP2 pour les établissements. Vous étiez conseiller à la sécurité sanitaire. Faut-il comprendre que les masques n'apparaissaient pas dans ces plans comme un pan de la sécurité sanitaire? La troisième question porte sur la différence du port du masque entre le grand public et les soignants. Pourquoi n'a-t-on pas appliqué un principe de précaution? Il y a une étude du Lancet de 2003 qui montre que les masques semblent essentiels pour la protection, bien plus que les blouses, les gants et les désinfectants. Pourquoi est-ce que, du coup, on n'a pas inclus, je dirais, ceci comme élément de protection? Enfin, j'ai deux questions plus précises. Vous avez commandé 1 million de masques le 30 janvier, 28,5 le 7 février, si je me rappelle bien de vos chiffres, c'est-à-dire en moins d'une semaine quand même, je dirais une commande beaucoup plus importante. Il se trouve que dans la même semaine, l'OMS a considéré le nouveau coronavirus comme un risque de santé publique mondiale et pour la première fois, on a parlé des patients asymptomatiques. Est-ce que c'est l'apparition de patients asymptomatiques qui a justifié l'augmentation de la commande de masques? Et pourquoi est-ce que le 19 février, alors que vous saviez qu'il y avait peu de masques, on en a donné à la Chine par un pont aérien? Enfin, dernière question. En République tchèque, le 19 mars, en Slovaquie, en Slovénie, en Autriche, le 30 masques, on a recommandé le port du masque pour le grand public. Vous nous avez expliqué que l'OMS ne le recommandait pas. Comment expliquez-vous que d'autres pays européens aient fait ce choix? Et vous-même, vous avez expliqué le 29 février que le port du masque n'était pas la solution pour le grand public. Et le 22 avril, vous avez dit « j'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public », ce qui me semble être une contradiction. Puisque vous êtes infectiologue et épidémiologique, quel est votre avis à vous sur le port du masque grand public par rapport au risque épidémique? Merci. Alors, sur l'avis hydroxychloroquine, juste pour vous rassurer, évidemment, les recommandations du Haut Conseil sont plutôt des recommandations de pratique. Par contre, la NSM a toujours son rôle d'évaluation du médicament, et elle le fait d'ailleurs, puisque vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de publications sur l'hydroxychloroquine, et en particulier de pharmacovigilance. Donc ça se fait vraiment de façon simultanée. Vous avez bien noté, effectivement, l'évolution du plan EpiVac vers le plan REB. Alors, EpiVac, juste pour préciser, c'était les épidémies et l'urgence vaccinale. Et il nous avait paru peut-être une source de confusion qu'on mélange la gestion d'une épidémie et une campagne vaccinale, parce que d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, on peut avoir une épidémie sans campagne vaccinale, et donc c'était pour ça qu'on voulait préciser les choses, et en particulier dérouler pour les soignants. Je pense que c'est ça l'important du plan REB, c'est pour les infirmières, pour les aides-soignants, comment on fait pour accueillir un patient à risque, un patient avec Ebola, un patient avec un coronavirus dès l'arrivée à l'hôpital, et c'est un peu cette procédure très précise qui a été précisée. Vous aviez fait une note en 2017 à Emmanuel Macron, et vous avez dit, lorsque j'ai été nommé, voilà ce que j'ai apporté le plan Orsan-REB. Donc en quoi est-ce qu'il y a une plus-value par rapport à ce qui existait préalablement, puisque c'est la base de votre argumentation?
Alors, justement, pour éviter de mélanger, on va dire, du banal épidémique classique, c'est-à-dire comment on gère un foyer épidémique dans une collectivité, une gastro-entérite, de la rougeole, voilà, c'était le plan EPI, qui était mélangé avec un plan de vaccination massive, comme on a pu en connaître, avec des nécessités de s'organiser face à une vaccination massive, avec une autre approche du risque qui nous paraissait plus fine et plus déroulée concrètement par rapport aux soignants, qui était justement la gestion du risque épidémique et biologique, c'est-à-dire soit une réponse à un cas individuel à haut risque, et c'était l'exemple d'Ebola, où il fallait dérouler des moyens de protection très importants, et je vous rappelle qu'à ce moment-là, on n'est plus sur du masque, mais on est bien sur des équipements complets de protection, donc ce n'est pas la même dotation, et ce n'est pas la même réponse, et qu'on puisse dérouler l'alerte précoce face à une émergence, d'où la prise en charge, qui a été d'ailleurs très satisfaisante au début, et qu'on a mise en place et qui a été très fonctionnelle, des premiers cas qui ont été parfaitement diagnostiqués dans les établissements de santé de référence, avec le lien infectiologue, épidémiologiste, biologiste, réanimateur. C'est ça l'avancée qui est la chaîne de prise en charge d'un patient à risque épidémique biologique élevé dans un établissement de santé de référence qui est équipé, qui a une dotation, qui a des infirmières, des aides-soignantes formées, qui ont des structures, des cadres de santé de référence, qui ont des exercices réguliers, qui ont des dotations spécifiques. Et c'était ça l'intérêt d'avoir nos établissements de santé de référence. Sur la distinction entre grand public et soignants, vous citez le Lancet de 2003, moi je vous ai cité le Lancet de 2020. Ce qui est très compliqué, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il y a des études sur les masques, et je le partage avec vous, je n'ai pas d'opinion pour ou contre, simplement je dis que c'est compliqué à mettre en évidence, on a souvent d'autres mesures barrières associées, et en particulier un effet majeur que vous pouvez bien imaginer, qui est l'effet distance. Donc, comme souvent, quand les gens mettent des masques ou mettent des barrières ou mettent des lunettes, il y a aussi l'effet distance, et que la plupart des études montrent que l'effet distance est supérieur à tout le reste. Et puis, il y a une difficulté qui est importante à signaler, c'est que le port du masque semble efficace dans ces études, ce n'est pas une position personnelle, quand beaucoup de gens le portent massivement, et quand ils le portent tout le temps. Ce qui est aussi une difficulté, ça veut dire qu'il faut prendre l'habitude de le porter massivement, c'est-à-dire quasiment tout le monde le porte, et le porte tout le temps, et vous savez que là aussi c'est difficile par rapport à un port important. Et puis par ailleurs, la notion de patient asymptomatique est effectivement apparue, mais a été régulièrement discutée. Et puis il y a eu ce que vous décrivez, c'est-à-dire cette demande progressive et cette évolution des expertises. Je cite simplement, puisque vous m'en parlez, les différents experts. Il n'y a pas d'indication dans la vidéo conseil d'avril 2019. Il n'y a pas de recommandation OMS en 2019. Il n'y a pas de port de masque d'après les sociétés savantes, Société française d'hygiène hospitalière et Société de pathologie infectieuse dans l'avis du 4 mars 2020. Pas de recommandation non plus de port du masque au 14 mars 2020 à vidéo conseil. Pas de recommandation selon les avis du conseil scientifique. Priorité doit être donnée au personnel de santé de l'avis de l'Académie de médecine. Et puis un débat scientifique qui s'ouvre, vous avez raison de le souligner, fin mars, début avril, avec une discussion au sein des CDC américains, au sein de l'avis de l'OMS, et un avis très prudent des CDC européens qui dit effectivement qu'on peut le tester en même temps que les États-Unis disaient que c'était, le Royaume-Uni disait que c'était non recommandé. Donc vous voyez qu'on a tenu compte de ce débat scientifique, de ces différentes recommandations internationales qui évoluent au fil du temps, et nous avons eu la chance d'avoir ce masque grand public qui a été créé en France en tissu lavable, réutilisable, et que les Français se sont appropriés, et je trouve que c'est une très bonne chose que les Français se soient appropriés ce masque grand public qui est réutilisable et qui est d'une production française. Donc s'il y a à tirer peut-être une leçon de ce début de crise de ces premiers mois, c'est que si les Français s'emparent de ce nouveau geste barrière, comme ils se sont emparés il y a quelques années des solutions hydroalcooliques, on aura probablement progressé dans les mesures barrières. Vous avez donné l'alerte, me semble-t-il, vous l'avez dit, confirmé aujourd'hui, le 10 janvier. Le 21 janvier, la ministre de la Santé disait que les risques de propagation de l'épidémie étaient faibles. 11 jours après que vous ayez donné l'alerte. Vous avez donné l'alerte le 10 janvier. La fermeture aux visites dans les EHPAD date du 11 mars. La distribution des masques dans les EHPAD le 22 mars. La liaison directe entre les EHPAD et le SAMU le 23 mars. Et le 30 mars, le Conseil scientifique priorise les résidents dans leur politique de test. Sur Santé publique France, vous avez donné l'alerte le 10 janvier. La saisine de Santé publique France par les autorités ministérielles date du 30 janvier. Donc la question que je me pose, c'est: est-ce que vous étiez écouté, monsieur le directeur général?
Nous avons effectivement mobilisé les agences régionales de santé et les établissements de santé très tôt. Nous avons eu ces informations qui étaient publiques d'ailleurs, mais que nous avons regardées avec beaucoup d'attention et de vigilance. La réunion de sécurité sanitaire qui rassemble l'ensemble des acteurs de sécurité sanitaire en France du 8 janvier a abordé ce point. Donc on a vraiment fait très attention à notre évaluation du risque. Après, vous citez Agnès Buzyn, vous reprenez les avis de l'OMS et les avis du CDC européen de cette époque, et je pense qu'ils sont encore en ligne, ou en tout cas ils sont disponibles. Ils disaient tous que le risque d'importation du virus vers l'Europe était extrêmement faible. Tout le monde disait ça, c'est très chinois. Enfin, vous reprenez la presse, c'était une évaluation assez générale, même si, effectivement, comme je le disais assez souvent dans mes points de presse, c'est pas le virus qui circule, c'est l'homme. Donc, il faut être attentif à notre capacité maintenant d'affronter un tout petit village planétaire. Donc, bon, probablement attention au contexte. Sur les EHPAD, parce que c'est un point important, c'est un sujet extrêmement sensible. Nous, on en a discuté avec les fédérations, on en a discuté avec les soignants, même avec des psychologues. C'était très compliqué, même pour eux, parce qu'ils nous disent bien que chaque hiver, quand il y a des bronchiolites, quand il y a des grippes, quand il y a des épidémies, fermer une EHPAD, fermer aux visites, est un déchirement pour les résidents, qui n'ont que ça dans la journée, que d'avoir un proche qui vient. Donc, ils étaient quand même très dans l'interrogation, en disant on sait ce que c'est qu'une épidémie de grippe, vous nous dites qu'il va y avoir un impact important pour nos résidents qui sont évidemment des personnes âgées fragiles, mais attention à prendre la décision au bon moment, laissez-nous décider aussi ce qu'on doit faire, comment on doit s'organiser, est-ce que c'est un confinement généralisé, est-ce que c'est un confinement partiel, est-ce qu'on arrête les visites des enfants, est-ce qu'on sépare une crèche qui est à côté de... Enfin, il y a eu beaucoup de déclinaisons et ça s'est fait vraiment en discussion très étroite avec les acteurs du terrain, à la fois parce qu'on a été les rencontrer, que le président de la République s'est rendu dans un EHPAD tout au début de mars et que la décision ensuite de mettre en place le plan bleu et de leur demander de fermer aux visites, puis de fermer encore plus sérieusement, plus durement, j'allais dire, en chambre, a été une décision délicate au point qu'on a saisi le CCNE. Donc la balance bénéfice-risque, elle est très compliquée dans cette démarche, parce qu'on sait très bien qu'on protège quelqu'un, mais aussi que l'impact en termes collatéral peut être considérable, parce que pas de relation, pas de visite, pas de stimulation, et un désespoir qui s'installe, voire un syndrome de glissement. Donc voilà, c'était une décision vraiment difficile à prendre. On a eu cette réorganisation, vous l'avez dit, et il faut le souligner, cette réorganisation de passer de 5 000 à 10 000 places de réanimation, avec à peu près en Crète 7 000 personnes hospitalisées. Pour autant, on a vu qu'on avait beaucoup de mal à mobiliser les personnes non Covid. Sur de la pathologie non Covid, avec une difficulté de recours aux soins, avec parfois des retards de diagnostic. Est-ce qu'on a une évaluation de la surmorbidité ou surmortalité durant cette crise? Une autre question, quel est votre point de vue actuel sur ce qui se passe en Chine avec la résurgence de quelques clusters? Et troisième point, est-ce que l'on doit réévaluer notre stratégie de prise en charge des virus type coronavirus avec d'entrée de jeu un tracing comme le fait la CPM actuellement, avec des dépistages massifs, avec de l'isolement massif de manière plus généralisée. Puis juste une petite précision, tout à l'heure ma collègue Genotet parlait de la logistique de livraison des masques. Je ne crois pas que nous ayons abordé la problématique de Géodis dans cette histoire-là. Merci. Sur votre hommage au doublement des capacités de réanimation, je le partage évidemment, parce que c'est une prouesse humaine et technique. C'est d'abord de trouver des équipes qui sont capables de doubler les effectifs, la présence multiprofessionnelle, multidisciplinaire auprès d'un malade de réanimation. C'est quelque chose d'extraordinaire en termes évidemment logistiques, en termes de pousser les murs, ce qu'ont vraiment fait les soignants. C'était tout à fait magnifique. Alors là, vous posez un sujet très important qui est la balance qu'il y a eu entre non-Covid et Covid. On est monté effectivement à 7100 malades Covid au pic, mais il y avait encore des lits disponibles et des malades non Covid. Mais par contre, effectivement, j'ai été très préoccupé dès le début par l'impact de la crise, mais peut-être en termes de ressenti chez les patients atteints de maladies chroniques qui n'ont pas osé déranger leur médecin traitant se disant qu'il était déjà au front, qui n'ont pas osé aller à l'hôpital en service de néphro, de cardio, de pneumo, de suivi hémato, parce qu'ils étaient peut-être inquiets sur la sécurité du parcours. Et donc on a très vite dit, attention, si vous avez une maladie chronique, si vous avez des soins, si vous avez un dépistage de cancer, si vous avez des chimios, si vous avez des soins à faire, faites-les. On a même dit aux parents de faire
faire vacciner leurs enfants. Donc il y avait des soins de santé publique ou des soins de suivi de pathologies chroniques qui étaient absolument indispensables. Il y a un impact qui est maintenant bien démontré et documenté par Santé publique France, à la fois sur la baisse des consultations et sur l'augmentation d'un certain nombre de pathologies. Et il y a des résultats assez atypiques. Il y a des gens qui ont même, entre guillemets, amélioré leur état de santé pendant la crise. Donc peut-être aussi parce que le mode de vie était très différent pendant la crise, qu'ils ont fait peut-être plus attention à eux ou à leur traitement. Tout est possible. Il y a eu à la fois cette évolution favorable et défavorable. Ça, je parle de l'état clinique. Il y a eu aussi, vous le savez, l'impact sur la santé mentale. Et c'est très important, sur la qualité de vie au sein de la famille et au sein du couple. Donc tout ça doit faire l'objet d'une évaluation précise. C'était peut-être encore un peu tôt, parce que notamment pour les pathologies chroniques, il faut qu'on sache si ça a un impact sur les cancers, sur les pathologies neurocardiovasculaires. Mais en tout cas, c'est évidemment très très important. Et puis, il y a eu le boom, et ça c'est peut-être un bénéfice de cette crise, le boom des téléconsultations. C'est-à-dire que les Français ont appris aussi à joindre leurs médecins et à joindre leurs professionnels de santé par téléconsultation, ce qui est en soi une très bonne chose, qui est à la fois approuvé par les patients et approuvé par les professionnels de santé. Mais je pense qu'on doit travailler dans ces périodes de crise à un accès sécurisé à des soins, et c'est peut-être là qu'on doit renforcer l'information des patients sur le fait qu'il y a des gestes, des actes, des suivis qui sont vraiment indispensables et qu'ils doivent faire malgré toute la gravité de la situation. Sur la situation en Chine, aujourd'hui, on a très peu d'informations, mais effectivement, les Chinois qui n'avaient plus beaucoup de cas ont à gérer un cluster à Pékin, et je crois qu'ils le gèrent de façon très volontariste. Et sur Géodis, c'est un prestataire qui est directement en lien avec Santé publique France, donc je vous encourage à leur demander directement, parce que je ne connais pas de façon précise comment ils ont interagi sur la logistique. Doit-on changer notre stratégie pour d'autres virus de type coronavirus? Doit-on tout de suite être dans un dépistage massif, dans un tracing CPAM? La question que vous posez sur les coronavirus, elle est terriblement compliquée, parce que je vais vous donner 3 exemples. Le SRAS a fait peur à tout le monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un effondrement du trafic aérien. Il y a eu 8000 cas, 800 décès, et ça s'est arrêté. Le MERS-CoV est très inquiétant, très létal, mais il ne donne quasiment pas d'épidémie. Il est toujours là, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'il est là. Il est toujours au Moyen-Orient, on ne sait pas très bien quel est son réservoir. De temps en temps, il y a une bouffée, il y a un cas secondaire, il y a une épidémie nosocomiale, et ça s'arrête alors qu'il était considéré comme inquiétant, et qu'il a d'ailleurs donné une épidémie importante en Corée. Et le coronavirus que l'on affronte, le SARS-CoV-2, peu de virologues lui donnaient, entre guillemets, des chances pandémiques, mais il s'avère qu'il est en train d'évoluer, alors pas forcément de muter, je suis prudent, mais d'évoluer, de s'adapter comme tous les virus. Tous les virus font ça, ils s'adaptent à l'autre puisque c'est la seule façon de survivre. Et donc là aussi, il faut qu'on soit très attentif à sa capacité à attaquer l'homme en termes de récepteurs. Est-ce qu'il va attaquer différents... Vous avez vu que la dexaméthasone est probablement le seul traitement aujourd'hui qui fonctionne. Ce n'est pas un anti-infectieux, c'est un anti-inflammatoire. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une part inflammatoire très importante, et peut-être des terrains particuliers, des susceptibilités génétiques, des fragilités qui font qu'on surréagit à l'infection en donnant ces tableaux graves. Donc je pense qu'il faut qu'on soit très modeste, très humble face à nos incertitudes scientifiques, et en particulier à nos non-connaissances actuelles du virus, mais c'est très difficile de prévoir ce que sera le suivant, en sachant par ailleurs, je le rappelle, qu'il y a beaucoup de coronavirus chez l'homme, au moins 5 ou 6 sont, on va dire, entre guillemets, classiques et bénins, et c'est peut-être aussi ce qui explique la faible proportion d'enfants touchés. C'est parce que ces enfants font des infections banales à coronavirus et qu'ils ont, entre guillemets, je mets bien les guillemets, une immunité croisée, et donc qu'ils sont probablement un peu plus capables de répondre, même s'il y a des enjeux de récepteurs et qu'on peut en débattre longtemps. Avec le plan blanc, quasiment toutes les opérations chirurgicales ont été arrêtées dans notre pays, ce qui aura sans doute des conséquences, mais enfin en tout cas c'est une réalité. Donc je souhaiterais qu'à l'occasion de cette commission d'enquête, vous puissiez nous donner jour par jour les stocks que vous aviez entre le 1er janvier et maintenant sur 2 hypnotiques, le propofol et le midazolam, et sur 3 curares, l'astracurium, le cisatracurium et le rocuronium. Aujourd'hui, on nous dit que les opérations chirurgicales ne peuvent pas reprendre faute de propofol. Est-ce que vous le confirmez ou pas? On nous dit qu'il faudrait 2 mois pour reconstituer les stocks de propofol. Est-ce que oui ou non, vous le confirmez ou pas? Et s'il y a des stocks suffisants,
Pourquoi est-ce que les opérations chirurgicales ne reprennent pas? Est-ce que les plans blancs continuent à tout bloquer? Oui ou non? Merci. Donc des médicaments qui sont à la fois utiles au bloc opératoire et en réanimation. Ce qui a probablement surpris tout le monde, c'est à la fois que les producteurs de ces produits, mais parfois ce n'est pas que des sujets de producteurs eux-mêmes, c'est le sujet d'origine de la matière première, se sont retrouvés touchés par la pandémie, et surtout que la crise a touché tout le monde en même temps, c'est-à-dire que les besoins de réanimation ont été élevés partout, notamment en Europe, et donc nous avons été très attentifs à suivre évidemment ces médicaments critiques pour la réanimation dès le début et à faire des points très réguliers avec une logistique aussi de crise, c'est-à-dire d'aller chercher ces médicaments dans l'intérêt des réanimateurs et dans l'intérêt évidemment des chirurgiens. Donc ce que je vous propose, c'est que c'est tellement précis que je vais vous donner tous les stocks au quotidien. On va vous préparer ça parce que c'est très important et qu'on a eu un suivi effectivement au quotidien et une délivrance au quotidien parce que c'était évidemment fondamental que les médicaments soient disponibles au lit du patient. Mais c'est effectivement parce qu'il y a eu la déprogrammation et le plan blanc qu'on a pu accueillir plusieurs milliers de patients de réanimation et augmenter les capacités sans atteindre la ligne rouge. Mais c'est aussi sur l'état des stocks à date qu'il faut qu'on vous précise pourquoi on libère un certain nombre d'activités chirurgicales qui n'ont pas forcément recours à ces molécules, parce qu'on peut faire de la chirurgie sans utiliser ces molécules. On a saisi toutes les sociétés savantes d'anesthésie et réanimation pour qu'elles puissent proposer des alternatives. Et puis il y a aussi beaucoup de chirurgie qui ne passe pas par l'anesthésie générale. Donc on est attentif à ça, c'est-à-dire à la fois laisser les hôpitaux reprendre leur activité, on a parlé des patients chroniques, mais être attentif au stock des médicaments critiques que vous avez cités. Sur les Prusses, mon collègue, je crois que mon collègue Dor a posé la question tout à l'heure en disant qu'il devait y avoir des alertes un an avant. Et je crois que vous n'avez pas répondu à ces questions. Est-ce que oui ou non, avant qu'il soit réorganisé, ces alertes ont eu lieu ou pas, à date de un an avant sur les différents stocks? C'est la DGS qui a demandé un état des stocks. Après, sur ce que disait très bien M. Dor, il y a un enjeu, c'est qu'on a eu sur certains produits une absence de date de péremption, ce qui ne facilite pas les choses pour donner une alerte. Donc quand on est, et puis il y a des pharmaciens qui connaissent très bien ça, c'est les pharmaciens qui sont les meilleurs experts pour surveiller de très près les stocks, ce sont des gens extrêmement rigoureux, donc ils ont vraiment l'habitude de le faire, et ils sont très attentifs en particulier aux médicaments et à la qualité des médicaments. Donc comme il y a aussi des médicaments dans le stock, ça je peux vous garantir qu'ils sont attentifs. Mais là, on s'est retrouvé face à cette difficulté qui était qu'on avait un énorme stock sans date, et puis effectivement que nous n'avons pas eu d'alerte, mais que nous avons eu cette surprise lors de la demande de l'audit DGS d'avoir une découverte de stock en mauvaise qualité. Sur les curares et les hypnotiques, vous nous l'avez indiqué, vous avez centralisé les commandes, je crois, ce qui a pu avoir un impact important. Mais quand est-ce que ce système de contingentement va s'arrêter? Parce qu'il semblerait que dans d'autres pays voisins, l'Italie, la Suisse, il n'y a aujourd'hui plus du tout de difficulté d'approvisionnement et certains médecins pointent plutôt un problème bureaucratique de centralisation qui les empêche d'obtenir eux-mêmes ces produits qui seraient disponibles, je le dis au conditionnel. Je me permettrai, monsieur le rapporteur, de vérifier, mais je ne crois pas, parce qu'on est vraiment dans une démarche. La gestion des produits de santé, c'est quelque chose de très compliqué, encore plus sur les médicaments et encore plus quand c'est des médicaments d'importance vitale. Mais il y a une démarche qui est vraiment européenne, d'être très, très attentif, parce qu'il peut y avoir des alertes à un sujet de pharmacovigilance, un sujet de rupture de stock quelque part. Donc en général, il y a une vraie réponse européenne. Là, je crois que l'État a joué son rôle dans la commande massive et la régulation des stocks, parce qu'on voulait être sûr qu'il n'y ait pas des stocks qui demeurent dans un endroit inutilisé et puis des malades de l'autre côté qui n'aient pas accès à ces médicaments. Vous avez évidemment parlé de la chirurgie, donc on est vraiment attentif, et dès qu'on a ces stocks, notre seule obsession est de les fournir aux professionnels. Donc il faudra qu'on tire toutes les leçons de cette logistique d'État, mais je crois que là aussi, on en parlait tout à l'heure avec les équipements de protection individuelle, la vraie question qu'il faudra se poser sans doute à l'avenir, c'est doit-on disposer de certains médicaments critiques en plus, ou doit-on demander qu'il y ait en permanence un stock de médicaments sur certains médicaments, ce qui n'est pas quelque chose de facile parce qu'on sait que c'est un sujet complexe en général. Il y avait 750 millions de masques en stock lorsque vous êtes arrivé. Environ 250 à 300 millions ont dû être jetés, brûlés, détruits. Vous n'en commandez que 100 millions. Assumez-vous d'avoir pris le risque, puisque vous vouliez un stock tournant, d'être démuni pendant 2 ou 3 ans? Il y a eu effectivement cette destruction. Il y a eu le choix d'avoir des stocks tampons et des commandes régulières. Il y a aussi, vous savez, ce qu'on avait mobilisé, je le préciserai dans les commandes, on avait mobilisé les producteurs français, parce que ça aussi c'est important pour pouvoir avoir des précommandes et pour les mettre en tension. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion aussi de les remercier. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un enjeu qui est qu'on ait notre
entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qu'on ait notre capacité nationale de production, parce que c'est important qu'on ait cette réflexion avec eux, plutôt que d'aller commander en urgence à l'étranger, que de se dire quels sont les besoins en France réguliers pour l'établissement de santé, pour la proximité, et pour que nos producteurs puissent savoir quel est le besoin régulier dans des stocks qui tournent à ce moment-là régulièrement au profit des professionnels de santé et des établissements de santé, en masques chirurgicaux et en masques FFP2. Et donc, effectivement, je pense que le dimensionnement lui-même, puisque nous sommes en phase de commande, et les modalités de fonctionnement de ce stock doivent être interrogées. Vous nous avez expliqué qu'on consommait 200 à 250 millions de masques par an dans les établissements de santé. Vous vouliez constituer un stock sans tampon, vous n'en commandez que 100 millions. Et puis les autres années, qui arrivent d'ailleurs en 2019 et 2020. Par définition, vous organisez, volontairement ou pas, une pénurie pour avoir un stock roulant. Je pense que je me suis mal exprimé. En fait, le stock des établissements de santé est géré directement par les établissements de santé. C'est ce qu'on appelle le stock tactique. Et ils ont leurs propres commandes et ça fonctionne très bien au quotidien. Donc, il y a... Quel est le dimensionnement de ce stock tactique? Est-ce qu'on doit demander aux établissements d'avoir un peu plus que le fonctionnement habituel? Et quel est ce plus? Certains pays le font. Donc, première interrogation que je partage avec vous. Et deuxièmement, quel est le dimensionnement réel du stock stratégique en soutien et comment il fonctionne correctement? C'est-à-dire comment est-ce qu'il aide en appui? Comment est-ce qu'il participe de l'approvisionnement des établissements de santé et des professionnels de santé? Si vous voulez bien, je vais regrouper les trois dernières questions. La première, c'est que on a cherché à commander des masques à l'étranger. Vous avez fait état à plusieurs reprises des difficultés qu'on avait eues à les obtenir. Pourquoi ne pas être passé par les importateurs? On a vu que les centres commerciaux étaient plus efficaces que l'État, plus rapides pour les obtenir. Deuxième question, pourquoi est-ce que, alors qu'on devait prioriser les personnels de santé, les EHPAD ont eu l'autorisation de recevoir des masques 3 semaines à 1 mois après, ils n'étaient pas priorisés en même temps que les médecins hospitaliers, alors qu'il s'agit de centres, de lieux où les personnes les plus fragiles sont par nature confinées, où une épidémie peut faire plus de dégâts. Enfin, on nous a expliqué que c'est l'OMS qui disait que les masques étaient inutiles. Pardon, mais d'abord, notre propre plan prévoyait d'avoir des stocks de masques dans les administrations, dans les entreprises, dans les hôpitaux. J'imagine que c'est parce que l'administration française, ceux qui sont chargés de prévoir les risques sanitaires, dont vous faisiez partie, pensaient que ces masques pouvaient être utiles. Sinon, pourquoi en prévoir dans le plan? Et parce que l'OMS aurait dit qu'on n'en avait pas besoin, on ne les utilise pas. Pardon, mais d'abord, à ma connaissance, l'OMS dit les gestes barrières et le masque vient en plus, donc ça ne veut pas dire inutile. Et en 2019, l'Académie nationale de médecine recommande le port du masque. Le Haut Conseil de santé publique dit, je cite, « La constitution d'un stock devrait être considérée comme le paiement d'une assurance que l'on souhaite malgré la dépense, sans jamais avoir besoin de l'utiliser. » Nous n'avions pas cette assurance et nous sommes en train de le payer très cher, tant sur les 30 000 morts qui nous ont quittés que sur les conséquences économiques et sociales. Il faut bien qu'à un moment donné, nous soyons capables de savoir pourquoi il n'y a pas eu contrôle des stocks, pourquoi il n'y a pas eu renouvellement des stocks. C'est l'objet aussi de cette commission d'enquête pour que cela ne se reproduise pas. Bien. Dans ma grande injustice, du coup, vous avez bénéficié de 4 minutes. Vous avez réparé l'injustice. Vous avez réparé l'injustice. Ça fait 3 minutes quand les autres ont eu 2045. Merci, Madame la Présidente, de votre gentillesse. Monsieur le directeur. Merci Madame la Présidente. Donc sur le circuit distribution, je le disais tout à l'heure, le circuit distribution, quand il y a eu des déstockages, à la fois depuis le stock stratégique, depuis les importations, depuis la production nationale, était évidemment destiné à l'ensemble des acteurs de santé. Et donc il y a eu effectivement des difficultés de délivrance peut-être sur le territoire, mais il n'y avait pas de volonté de stigmatiser un établissement versus un autre. Et évidemment, on a toujours été très attentif à protéger les personnes les plus vulnérables. Sur le plan pandémie, qui date de 2011, il y a beaucoup de différences, je pourrais en citer, mais c'est évidemment pas la même démarche, puisqu'on est à la fois sur une évaluation du nombre de personnes qui seraient malades et qui nécessiterait d'être équipés. Et puis il y a toute la déclinaison de l'accès aux vaccins, des antiviraux, et malheureusement nous n'avions ni vaccins ni antiviraux. Donc c'est une particularité de ce coronavirus, à la fois son hétérogénéité, les formes asymptomatiques, les formes gravissimes que l'on a vécues, et vous avez cité malheureusement le lourd bilan en termes de morts. Et je redis, peut-être que je n'ai pas été clair, je partage totalement ce que vous avez dit sur le fait que le masque grand public est un geste barrière supplémentaire. Je ne dis pas qu'il faut le mettre de côté. Je l'ai dit à plusieurs reprises, donc je pense qu'on a la chance à la fois d'avoir une production française de masques de qualité, qui sont des masques réutilisables à faible empreinte écologique et à faible impact carbone, parce qu'en plus il y a une production locale de qualité, donc tant mieux. Les Français sont en train de s'emparer de ce geste, qui est un geste barrière complémentaire. J'insiste beaucoup sur le fait qu'il est complémentaire, parce que je ne voudrais pas que
il y ait cette tendance qu'on observe ailleurs et qu'on n'a peut-être pas observé en France, qui est que quand les gens portent un masque, ils oublient tout le reste. Ils oublient de se laver les mains, ils se rapprochent, il y a des contacts directs. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un enjeu d'éducation à la santé qui est partagé par nos concitoyens. Et je le dis tout à l'heure sur les solutions hydroalcooliques qui sont maintenant dans le quotidien des Français. Si le masque grand public peut être dans le foyer des Français pour servir lorsqu'il y aura des malades, lorsqu'il y aura des enfants malades, parce que les gens auront pris l'habitude de le porter, je pense que ça sera une véritable avancée de santé publique parce qu'on aura acquis un geste barrière supplémentaire. Est-ce que vous diriez que vous avez été amené à adapter votre discours sanitaire aux moyens disponibles? C'est une des questions qui s'est posée régulièrement à la faveur des événements. Et on pourrait éventuellement l'entendre, mais à condition que ça soit peut-être explicité. Deuxième question, comment avez-vous justement du coup géré cette pénurie? Quels actes ont été pris pour organiser la commande, l'approvisionnement des territoires? Est-ce que parfois vous ne vous êtes pas reposé sur finalement les commandes des collectivités avec tous les aléas que ça pouvait représenter, les inégalités potentielles sur le territoire en approvisionnement? Donc voilà, moi je m'interroge quand même sur la façon dont les choses ont été faites. Sur la massification des tests, enfin, est-ce que vous pensez encore que pendant la phase 2, il fallait pratiquer la façon dont vous l'avez fait, avec une manière de procéder qui justement n'allait pas dans cette direction? Et enfin, monsieur le directeur général, j'attends quand même des réponses un peu complémentaires sur l'hydroxychloroquine, le traitement, sur les tests, les essais cliniques qui ont été diligentés, leur interruption, à quel moment est-ce que réellement tout ça a été lancé, et est-ce que le traitement combiné, azithromycine, hydroxychloroquine, a été réellement testé? Les achats de masques à l'étranger, l'objectif était vraiment d'avoir des quantités importantes, on l'a bien dit, pour livrer 770 millions de masques depuis le mois de mars. Nous avons beaucoup sollicité les producteurs français. Les producteurs français ont fait des efforts considérables, mais ils ne pouvaient pas répondre à la demande massive qui était celle du mois de mars. Donc nous avons les deux, enfin les trois même, nous avons les stocks, la production nationale et les importations. Donc là encore, si nous pouvons stabiliser une production nationale, c'est ce que nous avons souhaité, en tout cas depuis 2018, qu'il y ait des contacts réguliers et des commandes qui puissent être faites, des négociations notamment sur le stock tampon ou sur des précommandes. Sur les questions de M. Daréville, donc adaptation aux connaissances scientifiques, réponse effectivement aux tensions, j'en suis totalement conscient. On a essayé de répondre en urgence à toutes les tensions que vous avez citées. Sur le rôle local et le rôle national, je vous propose de vous envoyer tout ce qu'on a fait région par région, parce qu'on a répondu évidemment à des situations différentes, à des populations différentes et à des incidences différentes. Donc là encore, il y avait des contacts avec les présidents de conseils départementaux, avec les présidents de région, avec un certain nombre de grands élus qui ont voulu intervenir et qui aussi sont intervenus. Donc à la fois avec les commandes d'État, les commandes des collectivités, les adaptations aux besoins. Et donc là encore, on était vraiment dans des échanges permanents avec les acteurs de terrain. Et je pense que le rôle local a été tout à fait important pour alerter ou pour affiner la demande. Et c'était le rôle de la cellule logistique, justement, que de pouvoir répondre de façon précise à des enjeux de délivrance sur le territoire, de réponse aux commandes spécifiques et à la situation locale. Sur l'hydroxychloroquine, là aussi, je vous propose de vous envoyer tous les essais, parce que ça sera beaucoup plus précis, les dates d'inclusion, les dates d'interruption, les nombres d'inclusion, et à chaque fois, qui a décidé, parce qu'il y a un comité indépendant qui décide qu'on continue ou qu'on ne continue pas, comme il y avait d'inclusion. Donc ça, on tient tous les tableaux. Je pense que c'est en ligne d'ailleurs, si vous le souhaitez. Je crois que c'est en ligne sur le site du ministère, à la fois le bilan complet des recherches impliquant les personnes humaines, parce qu'on a voulu que ce soit transparent. Tous les protocoles en cours sont en ligne, mais si vous voulez effectivement les dates, ça sera peut-être plus précis, avec notamment tous les bras. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait dans chaque bras? On parle de bras quand on teste un certain nombre d'hypothèses. Donc, est-ce que c'était hydroxychloroquine seule? Est-ce que c'était hydroxychloroquine en ambulatoire, en curatif, en préventif, chez les malades graves, avec ou sans azithromycine? Donc, que vous ayez toutes les réponses, notamment sur les doses, pour que ce soit le plus précis possible. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on a adapté le discours sur les masques à la pénurie? C'est ça le fond de la question, si vous voulez, qu'on essaye de creuser. Bon. Alors d'abord, vous avez une première question à laquelle vous n'avez pas répondu. Je ne comprends pas pourquoi vous commandez des masques pour refaire vos stocks début février et moins de 15 jours plus tard, vous expédiez des masques en Chine. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction d'essayer de reconstituer des stocks et de l'autre d'aider son voisin? Deuxièmement,
je ne comprends pas la contradiction entre vos propos du 29 février. Vous dites le port du masque n'est pas la solution grand public, à rebours d'ailleurs de ce que vous avez répondu tout à l'heure en disant que vous aviez défendu cette solution-là. Et le 22 avril, j'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. Donc, à quel moment quelle est votre position? Est-ce que vous considériez que c'était inefficace ou indispensable? Et à l'heure où le monde se masquait, en Asie, c'était une stratégie lointaine, mais aussi, je vous ai cité un certain nombre de pays européens, comment se fait-il que nous ayons tant tardé? Et enfin, sur l'utilisation des études du Lancet, je ne comprends pas pourquoi, lorsque le Lancet fait une étude en 2020 sur l'hydroxychloroquine, le lendemain ou le surlendemain, on suspend le traitement, et quand vous avez une étude de 2003 qui vous dit que le masque est plus important, plus efficace que tous les autres gestes barrières, on n'en tient pas particulièrement compte dans notre stratégie. Enfin, vous avez également cité l'Imperial College. Il y a un Britannique qui s'appelle Roland Salmon qui a révélé que le modèle de l'Imperial College avait été faux concernant la pandémie de 2009. Dans ces conditions, pourquoi est-ce que nous avons appliqué le modèle de l'Imperial College sans le critiquer? Est-ce que le fait qu'un des membres de l'Imperial College figure au comité scientifique a joué un rôle dans cette absence de critique du modèle? C'est apparu dans le paysage français. Le modèle a des défauts. Tout dépend des paramètres qu'on lui donne. Donc on peut se tromper sur un modèle et on peut aussi avoir un modèle qui répond bien à la prédiction de ce que l'on observe. Donc je pense que c'est un nouvel outil utile pour les épidémiologistes et pour les statisticiens et pour les décideurs que d'avoir un modèle qui fonctionne. Et je crois que le modèle français, je parle du modèle français, des équipes françaises, il y a eu beaucoup de modélisateurs français qui ont travaillé et qui ont publié, donc, et de qualité. Après, je ne ferai pas de commentaires sur le modèle anglais, mais il y a des évaluations indépendantes, il y a un comité de publication qui décide si oui ou non le modèle est publié. Donc je pense que ça, c'est important. Sur le statut du masque en Asie, vous savez que c'est un masque qui est utilisé pour de très nombreuses occasions, pour des alertes pollution, pour des épidémies, et que c'est entré dans les mœurs très largement. Mais on peut quand même noter qu'il y a de toute façon une épidémie en Asie et que ce n'est pas si simple que ça, puisque même les autorités de Singapour ont des difficultés à la gérer et qu'actuellement la Chine gère un cluster alors que le port du masque est extrêmement répandu. Donc c'est pas toujours si évident que ça. Et sur la priorité par secteur, je redis ce que j'ai dit à plusieurs reprises dans mes prises de parole. La priorité en fin janvier et en février, c'était l'équipement des personnels projetés, donc les masques P2 que je voulais avoir pour les personnes qui allaient gérer des cas graves, qui allaient faire du transport, de l'évacuation, etc. Et ça me paraissait important que ces équipes soient protégées par des masques P2 et des équipements de protection individuelle. Et donc, c'était vraiment la logique de prise en charge des clusters, de prise en charge des premiers cas, des prises en charge des patients de réanimation. Ça, c'était mon premier cercle. Le deuxième cercle, ensuite, a été de prendre en charge autour des clusters. Vous vous souvenez, Contamine Montjoie, on a géré les parents, les contacts, les enfants qui étaient autour de ce contact. Et puis après, il y a eu un énorme débat, on peut le refaire, et puis je vous donnerai les références scientifiques sur faut-il aller plus loin dans le masque grand public. Il y a eu des questions qui m'ont été posées, et effectivement, vous pouvez reprendre les questions en direct à la presse, peut-être que je n'ai pas été assez clair. Les gens me disaient, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme dans d'autres pays où tout le monde dehors a des masques? Et moi j'ai dit, dehors dans les masques, je ne vois pas l'intérêt, parce que c'est ce qu'on dit encore aujourd'hui, les vraies indications du port du masque, et c'est un peu ce qu'on aurait pu vivre ce soir, c'est quand on est dans un espace clos, quand les gens n'arrivent pas à respecter les gestes barrières, quand on est trop proche, qu'il y a trop de monde. Et donc les vrais messages que je veux faire passer, c'est qu'en situation de promiscuité, dans des transports publics par exemple, quand on ne peut pas respecter les gestes barrières, là il y a une vraie indication au port du masque grand public. Et comme les Français s'en sont emparés et qu'il y a une production de masques grand public, je soutiens évidemment cette utilisation comme geste barrière complémentaire. Il me semble que l'hydroxychloroquine n'a toujours été réservée, et redit depuis ces deux décrets, en effet, aux patients hospitalisés. Vous aviez été sollicité par le président de la CAMF, qui est médecin généraliste, pour en tout cas utiliser l'hydroxychloroquine chez les soignants infectés. Cette sollicitation n'a jamais été suivie d'effet. Deuxièmement, en Alsace, sur le territoire notamment de Strasbourg, il y avait un protocole
indiquant en tout cas un parcours patient qui pouvait être fait de façon très coordonnée entre le public et le privé et permettre notamment à des cliniques privées d'intervenir. Je suis moi-même intervenue auprès de la nouvelle directrice d'agence régionale de santé qui m'a dit que ça n'était absolument pas de sa compétence que de prendre la moindre initiative et qu'elle attendait toutes en tout cas les indications et les orientations qui devaient venir du ministère de la Santé ou de la Direction générale de la Santé. Donc là également, il n'y a pas eu de suite. On n'a vraiment fermé aucun protocole ambulatoire, aucun protocole de ville, hein, puisqu'il y a même eu des protocoles qui ont eu lieu. Donc aucune décision d'être contre des protocoles, notamment portés par des médecins généralistes. Il y a peut-être eu ensuite des analyses en CPP ou en ANSM qui ont considéré que l'étude n'était pas à même d'aller au bout, mais enfin, il n'y a pas de doctrine contre les médecins généralistes ou de doctrine contre les essais d'hydroxychloroquine en ville. Il y en a eu, donc dans la liste qu'on va vous faire parvenir, et vous verrez qu'il y a des essais qui contiennent cette ouverture aux médecins généralistes. Vous avez dit que le port du masque obligatoire n'était pas obligatoire. Dans les différents rapports que j'ai effectués sur les risques épidémiques, j'ai eu l'occasion d'expérimenter la Chine, la Corée du Sud, le Vietnam et Hong Kong. Dans ces pays-là, c'est une culture traditionnelle de mettre le masque dès l'instant où il y a un risque. Alors évidemment, il y a la pollution, mais aussi les risques viraux. Donc, on voit les résultats. Les résultats sur la Corée du Sud, sur Hong Kong et sur le Vietnam, c'est quasiment très peu de décès et très peu d'altérations individuelles. Donc pourquoi ne l'avons-nous pas effectué? Et la deuxième question, vous avez évoqué tout à l'heure la commande des masques à l'étranger. Alors, je ne sais pas si vous avez été dans ce sujet-là, mais en 2013, lorsqu'il y a eu la doctrine de changement de technique, on a lancé les commandes en Chine et non plus en France, alors qu'en 2011, le plan pandémie avait fabriqué les masques dans 4 entreprises françaises, dont une bretonne qui s'appelait Bakou Dalloz. Ensuite, comme c'était parti en Chine, les entreprises françaises ont fermé la porte, dont une d'ailleurs a été mise en liquidation judiciaire avec des problèmes difficiles avec les employés qui maintenant poursuivent le patron. Et le président de la République a décidé de rouvrir ces entreprises françaises, mais je pense peut-être trop tard. Donc, c'est dommage. Je voudrais savoir pourquoi on a abandonné les entreprises françaises en 2013-2014. Merci beaucoup. Alors, sur les comparaisons internationales et sur la culture du masque, je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de bien regarder, effectivement, parce que vous l'avez déjà fait, mais je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses récemment qui ont permis d'interpeller les spécialistes, c'est-à-dire à la fois peu de cas dans la péninsule d'Asie du Sud-Est, mais on ne sait pas très bien pourquoi, si c'est l'humidité aussi ou la chaleur. Hong Kong a quand même été touché, comme Singapour, alors que ce sont des lieux où la discipline du port du masque est très importante. Et puis la Chine a connu quand même une épidémie tout à fait majeure, avec un confinement majeur. Oui, mais avec vraiment une compliance au port du masque qui est très importante. Donc je pense qu'il faudra qu'on prenne le temps de regarder les comparaisons internationales et pourquoi ça s'est bien passé dans certains endroits et moins bien dans d'autres. Ce que je disais tout à l'heure est toujours valable, c'est-à-dire que je pense que si les foyers français s'équipent de leurs masques tissus fabriqués en France, on aura avancé dans la culture du risque, et tant mieux. Et je pense que ça fera partie du quotidien des Français que d'avoir éventuellement une boîte de masques en tissu qui soit utilisable pour les prochaines alertes. Sur l'évolution 2011 et les commandes qui ont ensuite suivi, moi je ne crois vraiment pas y avoir contribué, donc je regarderai, si vous le voulez bien, pourquoi on a commandé et où on a commandé et quel a été le sourcing. Et c'était même beaucoup avant des commandes. Donc on vous fera peut-être un tableau très précis de toutes les commandes des années 2000 et 2010 pour savoir. Voilà, et pourquoi on a effectivement choisi un certain nombre d'entreprises et pas d'autres. Mais vous avez vu que là, il y a eu une magnifique mobilisation des entreprises françaises avec une production tout à fait significative en hausse. Mais on va regarder les dates, effectivement, et on vous fera un tableau comparatif précis, si vous le voulez bien, Madame la Présidente. Je voudrais juste que, Monsieur le Directeur Général, vous répondiez sur votre déclaration du 17
du 17 mars où vous dites qu'en circulation active, le test PCR n'a pas beaucoup d'intérêt, aucun pays ne l'a fait. C'est pas honteux de me dire que vous avez évolué dans les jours qui ont suivi sur votre avis. Je ne cherche pas à vous faire des problèmes, je cherche juste à comprendre et aussi pourquoi vous avez attendu le 5 avril pour libérer ces énergies qui venaient des PCR universitaires ou du monde vétérinaire, etc. Il y a un gros délai, et pendant ce temps-là, il y avait un seul hôpital qui faisait un quart du volume des tests PCR de toute la France, qui était Marseille. Donc je veux juste que vous me répondiez là-dessus. Juste un petit mot sur les masques. Je voudrais, comme vous encensez beaucoup le masque grand public avec les normes AFNOR. La norme AFNOR, c'est une simplification de la norme pays, un peu plus tolérante. Il n'y a pas ni le test de la filtration bactérienne, ni de test de filtration virale, comme sur la norme médicale EN 14683, qui est la norme pour les masques chirurgicaux. Donc pour le moment, vous n'avez aucunement la certitude que ces masques en tissu sont de bons éléments filtrants pour ce qu'on veut dans le cadre de la prévention de transmission de gouttelettes de pluie, de grosses gouttelettes ou de petits aérosols transportant des virions. C'est important que la population ait ça en tête. Cette norme-là, elle a été faite dans l'urgence, elle est extrêmement tolérante, et aujourd'hui, rien ne nous garantit qu'elle protège contre la transmission des virus et des bactéries. Je dirais que l'hôpital a quitté le monde du tissu depuis bien longtemps pour passer sur les médias filtrants non tissés. J'aimerais que vous me répondiez sur une potentielle évolution de ces normes pour s'adapter au contexte épidémiologique. Mais la question, c'était effectivement pourquoi ne pas tester tout le monde, et en pratique, j'insistais à ce moment-là sur l'importance de se tester quand on était symptomatique, et on avait beaucoup de symptomatiques qui ne se testaient pas en disant c'est bénin, j'ai juste mal à la gorge, j'ai 38, je ne veux pas faire de test. Donc c'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'il fallait insister sur les porteurs, sur les symptomatiques, et dire cela, il faut y aller, parce que beaucoup de gens ne voulaient pas y aller, se disaient qu'ils étaient positifs, ils étaient isolés, que leurs proches seraient isolés, qu'ils auraient des problèmes professionnels. Donc c'était ce contexte-là. Donc j'accorde que quand on prend ma réponse, ça peut surprendre. Et aujourd'hui, je le redis, toutes les personnes symptomatiques, toutes les personnes qui ont un doute, toutes les personnes qui veulent protéger leur entourage, qui ont des fragiles dans leur entourage, qui ont des contacts, qui sont dans un cluster, qui sont à distance des labos et qu'on va chercher ceux qui ont des facteurs de risque, il faut vraiment aller au test. Et on a des capacités qui ne sont pas utilisées. Donc je partage totalement votre analyse. Sur la norme des masques grand public, ce que je vous propose, c'est plutôt de renvoyer, parce que ce n'est pas un masque sanitaire, sur Bercy qui a mis en place, qui a fait un énorme travail de DGE en particulier, de production française de ces masques. Ce ne sont pas des masques sanitaires. À norme sanitaire, ce n'est pas des masques FFP1, FFP2, on est d'accord, mais c'est quand même des masques réellement filtrants et ça a été testé. Donc on vous donnera peut-être un descriptif par Bercy de ce qu'on a regardé, parce que je ne voudrais pas donner l'impression que c'est parce que ce n'est pas un masque sanitaire, ça n'a aucune efficacité, ce qui serait quand même contre-productif et ce qui n'est pas le cas. Donc on vous fournira les détails techniques. Là, ma question, c'est, on travaille toujours au 16 janvier en situation dégradée. Ma question est simple, jusqu'à quand ? À partir de quel moment on va travailler en situation normale, avec des surblouses normales et des gants normaux et des masques normaux? Enfin, quand est-ce que ça va s'arrêter, ce mode dégradé? Alors, j'ai essayé d'y répondre, mais peut-être que je n'ai pas été très clair. Vous avez raison, effectivement, on a commandé des équipements de protection individuelle le 30 janvier. On a eu des tensions très fortes sur les équipements de protection individuelle, vous les connaissez, vous les avez cités. Et donc, c'est ce qui encourage d'abord le fait qu'on continue à en commander, et que là, on a maintenant des arrivées massives de masques. Je vous ai parlé des ponts aériens et des livraisons. Mais même chose, je partage votre point de vue. Il y a une vraie interrogation sur, ne faut-il pas que ces équipements de protection individuelle dont on voit l'importance, sur blouse, sur chaussures, protection lunettes, etc., ne rentrent pas dans le stock stratégique pour qu'on ait en permanence cet accès et qu'il n'y ait pas effectivement de conditions dégradées pour les soignants. Il y a quand même eu un moment où il y a beaucoup de personnes qui voulaient se faire tester, qui étaient symptomatiques et qui n'ont pas pu le faire. Et on leur disait, restez chez vous parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire. Ça, c'est quand même une réalité. Est-ce qu'on reconnaît ensemble cette réalité? La deuxième chose sur la question des masques. Est-ce que, j'ai entendu ce que vous avez expliqué par rapport à votre doctrine, mais est-ce que vous reconnaissez qu'à un moment donné, on peut considérer qu'il y a une pénurie? Est-ce que le mot pénurie, pour vous, est un gros mot, un mot galvaudé, ou est-ce que c'est une réalité qui a eu lieu il y a peut-être quelques jours, hein, mais est-ce que ça a été cette réalité-là? Ce que j'ai entendu tout à l'heure par rapport à votre doctrine sur les stocks tampons, vous avez précisé, ça nécessite des commandes rapides. Et que donc, est-ce qu'à un moment donné, vous êtes posé la question, mais est-ce que si on dépend de la Chine, et que la Chine est attaquée en premier sur l'épidémie, est-ce que du coup, cette condition des commandes rapides n'est plus rapide et n'est plus remplie? Et donc, comment faire face à ça? Et enfin, juste pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire finalement un regret que vous avez dans cette crise? Un regret que vous avez par rapport à la gestion, et peut-être une mesure concrète
que vous proposez à la représentation nationale pour une prochaine crise? Sur les tests, effectivement, ce que je vous ai dit, c'est qu'on a hésité collectivement avec les experts à passer d'une surveillance syndromique épidémique telle qu'on le fait souvent, c'est-à-dire on a les médecins sentinelles, les médecins généralistes, la surveillance, on sait qu'on a 10 cas par cabinet, enfin, ça permet de surveiller, il n'y a pas forcément d'impact thérapeutique particulier. Donc entre cette demande-là de dire est-ce que finalement quand chacun est malade, il a un test, et puis finalement la réalité d'aujourd'hui où on a la capacité, mais finalement les personnes ont du mal à aller vers le laboratoire parce que il y a peut-être beaucoup d'explications. Voilà, je pense que là il y a eu un ajustement et qu'on aurait pu être peut-être plus pédagogue. Je le conçois tout à fait, je le concède tout à fait. Sur les très fortes tensions, je les partage, et ça a été très compliqué. Vous avez vu qu'il y a eu des enjeux logistiques, mettre en place un tel pont aérien, puis ensuite une délivrance au plus près sur les GHT, sur les officines. C'était quelque chose, j'allais dire, d'inédit, et je pense que les gens ont vraiment bossé nuit et jour. Ça a été compliqué pour tout le monde, mais effectivement, il fallait répondre aux urgences, et en particulier les territoires qui étaient les plus touchés. Sur les commandes rapides, vous avez raison. C'est-à-dire qu'en pratique, on a ce qui se passe tous les jours et ça se passe très bien et on n'a pas forcément besoin d'avoir des stocks immenses parce que ça répond. Et puis là, une situation totalement inédite où un pays, le plus gros pays, se retrouve à l'arrêt, ce qui est quand même pas du tout ce que personne n'avait pu imaginer, et donc avec à la fois des chutes de production et des besoins majeurs pour lui-même. Donc effectivement, je pense que ça fera partie de ce qu'on pourra imaginer pour la suite. Alors, ce qu'on peut dire ensuite pour la suite, beaucoup de choses. Je pense qu'on partage ce qu'on a dit tout à l'heure sur les EPI. Je pense que les équipements de protection individuelle, vous l'avez dit, Madame la députée, ça doit être quelque chose qui fait partie du quotidien des soignants et qu'on doit fournir de façon beaucoup plus importante. Vous avez parlé de certains médicaments critiques tout à l'heure. Je pense que c'est la même chose. Donc, moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a l'enjeu pour moi et pour la Direction générale de la santé de tirer toutes les leçons. Je pense qu'il va falloir être très transparent en toute humilité parce qu'il faut qu'on se prépare à un rebond et à une deuxième vague. Il y a quand même des points positifs, c'est qu'aujourd'hui, avec les commandes, avec le pont aérien, on va avoir beaucoup plus de masques. Là, je parle de masques soignants. Je parle de masques chirurgicaux, et il y a maintenant des quantités importantes de masques en stock dans les établissements de santé, et c'est une bonne nouvelle. L'accès aux tests, je partage le fait qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait un discours très offensif pour traquer le virus là où il est, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une circulation beaucoup plus faible, mais il faut aller le chercher. Il y a peut-être à discuter des enjeux logistiques qui n'ont pas été faciles sur tout l'ensemble du territoire avec ces circonstances exceptionnelles. Je crois qu'on peut apprendre beaucoup de la surveillance des EHPAD. Je pense que c'est un dispositif qu'il faut renforcer. Je pense qu'on peut développer beaucoup les certificats électroniques de décès qui nous permettent de savoir en temps réel ce qui se passe et quelles sont les causes de décès. Et puis la pédagogie, où je peux certainement améliorer les choses. Pourquoi on passe d'un dépistage individuel à une stratégie de dépistage général. La place des masques et quel sera l'avenir de ces masques en tissu, par exemple, au sein des foyers français. Et le périmètre du stock stratégique, qu'est-ce qu'on veut en faire collectivement, et la place du stock stratégique par rapport au stock tactique. Je voudrais revenir sur l'hydroxychloroquine. Vous évoquiez effectivement le risque que celle-ci soit utilisée en automédication. Je peux l'entendre. En revanche, il me semble qu'il y a d'autres façons, notamment par exemple de lister la molécule plutôt que d'interdire la prescription à des médecins. Et je voulais savoir ce qui avait motivé cette interdiction de prescription. Par ailleurs, j'ai entendu tout à l'heure que vous aviez évoqué le souhait de relocaliser la production de masques en France. Et j'ai le sentiment qu'il y a tout de même un manque de stratégie majeure lorsqu'on sait qu'en 2018, faute de commandes, la dernière usine française de production de masques qui était basée à Plaintel a fermé ses portes par manque de commandes, alors qu'elle comptait encore 200 employés en 2017. Alors essentiellement au regard du coût, puisque cela avait été évoqué, je serais curieuse de savoir aujourd'hui le coût généré par l'achat de masques en Chine avec les ponts aériens, parce que je suppose que le coût est très largement majoré par rapport au coût qui avait été évoqué à l'époque. Et puis également, cela a été évoqué, je pense que dans le cadre d'une pandémie, il est nécessaire d'être réactif. Or là, nous perdons toute réactivité et nous créons une vraie dépendance par rapport à la Chine. Il me semble qu'il s'agit d'une vision à très court terme. En fait, on a quand même
coopérations internationales qui sont extrêmement importantes dans les deux sens. Hein. La Chine nous a beaucoup aidés, nous aidons quand nous pouvons, quand il y a des demandes, que ce soit au niveau européen. Je signale par exemple que nous avons aidé l'Italie nous a aidés, l'Allemagne nous a aidés. Donc il y a eu quand même une magnifique solidarité internationale et notamment pour le Grand Est, il y a eu beaucoup d'évacuations vers le Luxembourg, vers l'Allemagne. Enfin, c'est quand même des beaux signes de coopération, donc que de montrer qu'on peut s'aider de temps en temps entre pays. J'entends votre demande et d'ailleurs ça correspond à une demande de Monsieur Dor, donc si vous me permettez, je le ferai aussi, c'est-à-dire qu'on vous expliquera exactement comment on a analysé cet enjeu de stock régulier, de commande régulière, parce que c'est ce que demandent les producteurs, c'est qu'il n'y a pas une commande tous les 5 ans, il faut qu'on ait justement ce stock tournant, ça va avec la demande qu'on avait avec Santé publique France, qui est des commandes régulières pour les établissements de santé, pour le stock stratégique, pour qu'il y ait une visibilité pour les producteurs français, qui sachent de combien de masques on a besoin. Après, je suis d'accord avec vous qu'il y a un enjeu de proximité, c'est sûr. Le coût, je ne sais pas, je vous répondrai précisément. Par contre, sur la réactivité, c'est pas toujours évident parce que vous avez une demande très basse en permanence, parce que ça tourne à 3 ou 4 millions de masques, et puis il y a des stocks, voilà. Et là, on a eu une telle demande brutale qu'il y a aussi un enjeu de réactivité des chaînes qui n'est pas évidente, même pour les producteurs français qui nous ont signalé qu'ils avaient dû totalement changer leur capacité de production, totalement changer leurs chaînes, rééquiper des chaînes, embaucher, enfin... Voilà, il y a toujours la question de comment on répond en urgence à un besoin massif, et ça, je pense que quel que soit le producteur, c'est une question importante. Alors du coup, pour la Chine, est-ce que vous pouvez nous dire exactement combien de masques ont été donnés dans le cadre de cette solidarité? Je comprends qu'il y a une solidarité, mais si on n'a pas de veste, pour soi-même, il est dommage peut-être de prêter la dernière qui nous reste à son voisin. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer la rationalité? Je vous donnerai les chiffres précis, mais c'est quelques centaines de milliers de masques. Et en pratique, ça fait partie des protocoles internationaux de coopération. Le ministère des Affaires étrangères est très sensible au fait qu'on réponde. Et en plus, c'est une doctrine OMS. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une demande de réponse en urgence dans un endroit où il y a un foyer, on l'a fait pour Ebola, on l'a fait pour d'autres crises, on sait que ça répond tout de suite, que ça permet de contenir la plupart du temps, dans 9 cas sur 10, le foyer, et que ça permet d'éviter aux autres pays d'avoir à gérer le même risque. Donc c'était logique. Et puis je crois qu'en plus, la Chine nous a vraiment massivement aidés derrière. Et donc il y a eu un retour aussi pour la France tout à fait significatif dans la priorité qu'a donnée la Chine à ces acheminements vers la France. Sur la commande de masques, les 100 millions que vous commandez, que Santé publique France commande sur vos instructions, est-ce que ce choix relève de votre seule décision? Je vous confirme effectivement qu'on a bien commandé 100 millions de masques en octobre 2018, que l'idée était d'être très rapidement sur une évolution, puisqu'on attendait début 2020 d'une organisation complètement différente, qui était des précommandes, de favoriser les producteurs français et que d'avoir une réévaluation complète justement de ce qu'on appelait avec François Bourdillon qui avait proposé cela, un stock tournant et un stock tampon. Donc c'était cette organisation-là. Il y avait des enjeux de précommande et puis il y avait probablement à cette époque, ça je le dis en toute modestie, pas du tout cette connaissance qu'on a aujourd'hui des besoins considérables d'une épidémie. C'était donc l'audition de Jérôme Salomon. Le monde entier a été surpris par cette crise totalement inédite, massive, rapide, brutale et mondiale, a martelé l'actuel directeur général de la Santé, qui a cependant défendu ses services et la réactivité du pays face à l'épidémie. Cette audition et toutes celles de la commission d'enquête sont à retrouver tout l'été sur LCP et sur notre site lcp.fr.